Bonjour, aujourd'hui nous recevons Carole Delga. Bonjour. Présidente de la région, ancienne ministre de l'Artisanat et... Du commerce, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc nous commençons par le numéro 788 de la Glorieuse avec à la une, Métropole, ils veulent revenir dans le rang. Et on revient sur l'affaire, entre guillemets, entre Jean-Pierre Grand et Philippe Sorel. Que se sont-ils exactement dit? Il y a deux versions. On les confronte et voilà, vous ferez votre tri là-dedans. Bon, page intérieure, vous avez un article, donc on revient là sur les prochaines municipales à Montpellier, où il y a eu dernièrement dans un quotidien régional une espèce d'inventaire à la Prévert, dans lequel vous figurez. Vous avez remarqué? J'aime beaucoup Prévert. C'est très beau. Voilà, donc peut-être qu'on se dessine vers un affrontement Philippe Sorel, Carole Delga, qui sait. Vous répondrez tout à l'heure. Voilà, vous me répondrez tout à l'heure. Ensuite, on revient aussi sur l'Occitanie, donc avec Georges Roch, là, Montpellier outragé, Montpellier vampirisé. Il y a quelques jours, là, Philippe Sorel est passé à l'offensive sur Sud Radio à propos de Montpellier, plus capitale régionale en fait. Bon, voilà, on revient là-dessus. On parle aussi, on a fait une petite enquête sur les imams à Montpellier, ça fait couler un peu d'encre, rififi chez les imams, sur Carole Dubost aussi. Non, Coralie Dubost, là, qui se met un peu LREM héros à dos. Et enfin, Yolène Vigneault, la référente LREM, qui est partie à Paris aussi, les gens se posent des questions. Voilà, donc beaucoup de choses politiques dans le prochain numéro de la Glorieuse. Carole Delga, merci d'être venue. Voilà, alors première question, histoire de se détendre, vous êtes jeune, souriante, vous avez gagné une région grande comme l'Autriche face à des mâles dominants. Quel est votre secret? La ténacité. La ténacité, la passion de ma région. C'est vrai que j'ai choisi cette région, c'est ma région natale. J'ai démissionné d'un gouvernement 6 mois avant les élections régionales parce que j'avais un projet pour cette région, j'ai une ambition et c'est ce que nous sommes en train de construire avec ma majorité. Donc la détermination, la capacité de rassembler et puis je ne lâche rien. Voilà, donc on va revenir un petit peu sur l'actu. Là, vous n'avez pas été sans savoir là qu'il y a eu des histoires de talus rasés là qui ont donné des boutons à certains élus montpelliérains. Voilà. Et quelle est votre réaction aujourd'hui sur ce sujet-là? Je trouve quand même terrible. Le talus de Joffre, hein, on parle du talus du lycée Joffre. Alors, je trouve terrible qu'on puisse parler dans un conseil de métropole ou conseil municipal de la 7e ville de France d'un gros problème, que ce soit le talus du lycée de Joffre. Alors, je veux dire, comme pensent les Montpelliérains de cette attitude. Ce n'est pas un problème, il y a eu une incompréhension, cela va être réparé. Est-ce que cela mérite d'en faire des articles, de perdre du temps? Moi, politique, mon quotidien et mon objectif, c'est d'aider les gens, c'est d'améliorer la vie des gens. Vous êtes journaliste, c'est normal que ça vous intéresse ces bisbilles, mais moi je vais pas passer mon temps à commenter ce qui n'est pas important. Alors maintenant, les choses se règlent tout simplement, comme ça aurait dû être avec tout le monde, mais à Montpellier, avec le maire de Montpellier, rien ne se passe comme à l'Odève, comme à Saint-Clément-de-Rivière, comme à Nîmes. Voilà. Donc c'est dommage, mais on ne va pas en parler plus longtemps. Moi, je vais parler par contre du lycée Joffre, de la qualité des enseignants, vraiment d'une équipe qui fait tout pour que nos jeunes réussissent. Je vais parler qu'avec les économies de la grande région, on a fait en sorte que les apprentis aient accès aux ordinateurs. Moi, je vais vous parler de la vraie vie des gens. Je vais vous parler du tarif, là aussi pour les jeunes, sur les trains qui vont diminuer à travers la convention TER. Puis je vais vous dire que c'est 360 millions d'euros qui ont été versés par la région sur le territoire de Montpellier et un tiers, c'est pour les entreprises. Ça, c'est pour créer de l'emploi. Voilà. Moi, je fais la politique du quotidien, du concret. Pas de bisbilles. Les petites affaires, ça vous... Non, franchement, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, moi, je n'en parle jamais. Je reviens sur une autre affaire là, dont on a parlé la semaine dernière. C'est la lettre à Philippe Sorel sur le lycée de Cournonterral.
Ah oui, 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 tout à fait, vous en avez parlé. Oui. Oui, oui. Mais non, Philippe Sorel oubliait de dire que c'est la région qui a pris la décision. Je l'ai rappelé, point. Voilà, point à la ligne. Moi, je ne vous en ai pas parlé, je n'ai pas parlé à la presse. Voilà, Philippe Sorel avait omis de rappeler que c'était la région qui avait pris cette décision. Je lui ai rappelé dans un courrier, point. Voilà. Il n'y a pas plus à dire. Non, mais moi je pense qu'il vaut mieux quand même travailler sur des dossiers, faire avancer des projets, non? Ouais. Bon, on va parler un peu du Parti socialiste. Pourquoi avez-vous renoncé à diriger le Parti socialiste? Mais j'ai choisi, voilà, une fois de plus, la région. Je pense qu'on ne peut pas être et présidente de région et responsable d'un parti à Paris, justement. Et donc, voilà, j'ai pensé que j'étais plus utile à la région, que j'ai plus le tempérament pour diriger une région qu'un parti, d'ailleurs. D'accord, parce que vous avez soutenu Olivier Faure. Oui, tout à fait. On s'attendait à ce que vous souteniez Le Foll, mais finalement, vous avez soutenu Olivier Faure. Pourquoi? J'ai soutenu Olivier Faure parce que je le connais lui aussi depuis de nombreuses années et je pense que sur l'année dernière, il a été plus clair dans ses engagements sur une politique de gauche et sur le soutien aux socialistes. Voilà, j'ai été en désaccord, je lui ai dit à Stéphane Le Foll il y a de ça plus d'1 an sur son manque de positionnement dans les primaires. Et puis après... j'ai été quand même très étonnée qu'il n'ait pas de candidat en marche contre lui aux législatives. L'élection de 19 voix d'Hussein Bourgi, cela vous inspire quoi? Cela m'inspire qu'il y a eu une solution intelligente qui a été trouvée entre Hussein Bourgi et Loïc Linares et qu'il y a la volonté de travailler ensemble. Et je pense que pour la Fédération de l'Hérault, ça démontre que l'époque où il y avait des batailles de personnes, et bien maintenant cette époque elle est révolue et qu'il y a une mobilisation collective. Donc je pense qu'il y a voilà, une nouvelle maturité pour la fédération de l'Hérault et c'est ce que méritent les militants et il faut qu'on travaille tous ensemble pour porter les projets socialistes. Parce que la fédération de l'Hérault est un peu ternie par l'image des affaires Navarro entre autres. Oui. Vous êtes au courant? Oui, oui, tout à fait. Peut-on dire que maintenant, M. Navarro est en marche vers la Cour de cassation? En tout cas, Robert Navarro est dans le parti La République En Marche et je crois qu'il fait appel. Oui, voilà. Donc je ne vais pas plus commenter, mais sanction il y aura. En tant que présidente de la région, c'est quoi pour vous le chantier prioritaire au niveau du PS? Le chantier prioritaire, c'est de démontrer que le Parti socialiste est utile pour les gens, pour les Françaises et les Français, qu'il est une vraie alternative, c'est une gauche donc réformiste, une gauche voilà, qui souhaite la responsabilité entre une politique de droite menée par Emmanuel Macron et son gouvernement et je veux dire une gauche qui n'est que de la protestation. Je pense que nous devons avoir une gauche qui veut transformer le réel, qui veut la réduction des inégalités, qui veut travailler avec les entreprises. Et donc c'est ce projet que nous devons savoir refaire partager aux Françaises et aux Français, parce que je suis lucide, il y a une forte décrédibilisation du Parti socialiste. Alors avec humilité, mais avec conviction, il faut reprendre l'appel et la pioche et bosser. Voilà. Le leadership politique maintenant, vous avez deux métropoles qui sont contre vous politiquement, plus ou moins. Oui. La reconquête de l'une des deux est-elle prioritaire? Non, mais là, on n'est clairement pas dans le temps des municipales, on n'est pas dans le temps de la campagne. Non, on est quand même à quasiment 2 ans. Les couteaux s'affûtent quand même. Non, mais pour certains qui n'aiment faire que ça, être dans la palabre ou être dans la joute verbale ou dans la joute politicienne. Moi, clairement, on est à près de 2 ans des municipales, on a quand même beaucoup de jobs. Je veux dire, on a des défis à relever sur ces métropoles. Donc, travaillons avec l'ensemble des communes, travaillons comme je le fais avec les Mesquida, avec les chefs d'entreprise de Montpellier, avec les associations, avec les universités. Voilà, donc nous devons créer plus d'emplois, nous devons former plus nos jeunes, nous devons développer les mobilités, nous devons construire plus de logements, en particulier sur l'arc littoral de la région. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on perde du temps à partir dès à présent dans les campagnes et dans les querelles de personnes. Parce que le Midi Libre vous a annoncé comme candidate à Montpellier. Oui, oui, c'est Midi Libre qui l'a annoncé.
C'est un fake news ou c'est envisageable? Non, 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 non. Moi, ma passion, c'est la région. Donc, mon engagement, voilà, moi, je suis une femme de parole, une femme de fidélité. Donc, je reste fidèle à ma région et surtout, j'espère avoir toujours la santé, parce qu'il en faut pour être présidente d'un territoire qui est aussi grand qu'un pays. Ben, j'espère que j'aurai toujours la santé et que donc en 2021, je pourrai me présenter. Et à Toulouse, donc votre candidate semble être Nadia Pelfig. Nadia Pelfig, elle est vice-présidente de la région, elle est toulousaine, donc elle a du talent en plus. Et je pense que c'est un débat qu'on va mener, mais collectivement, avec l'ensemble de la gauche. Et à Montpellier, alors selon vous, il y a plusieurs jeunes loups là, dont les dents s'affûtent, de la Fosse, Bourgie, Assaf, Julie Fraîche peut-être aussi. Personne ne se détache. Pourquoi, à votre avis? Parce que je pense que la première des choses, c'est qu'il faut que toutes ces personnes, elles travaillent sur un projet. Elles travaillent sur un projet et il viendra un peu plus tard le temps de savoir quel est le ou la leader pour mener la liste. Et sur la candidature supposée de Moed Altrad, là, vous avez des... Non, moi je n'ai pas d'infos. Non, pas d'infos, mais qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait un bon candidat ou... Il faudrait lui demander, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment intéressé. Il faut lui demander, je trouve que c'est un très bon chef d'entreprise. Voilà. Pourquoi des grandes villes du Languedoc, ancienne appellation, aucune n'est détenue par le PS aujourd'hui? Mais parce qu'en 2014, on a perdu beaucoup de communes. Hein. C'est souvent la règle quand un parti est au gouvernement. Il y a souvent vraiment un effet de contrebalancier. Donc on a perdu voilà, beaucoup de communes. Mais en Languedoc, il y en avait déjà un certain nombre qu'on avait perdu depuis un certain temps. Avec qui ferez-vous alliance? Moi, je suis une femme de gauche, donc... moi, je ne suis pas une girouette, je ne suis pas une opportuniste. Moi, j'ai des convictions, j'ai des fidélités. Donc, voilà, ça sera vraiment une liste d'union avec toutes les personnes qui veulent travailler pour le développement de la région, mais dans une optique équilibrée. Bien sûr, les métropoles sont importantes, mais il y a aussi les 4500 autres communes. Et donc, il faut être dans une politique d'aménagement du territoire. Il faut être dans un partenariat avec les entreprises, avec les chefs d'entreprise, avec l'ensemble des réseaux consulaires. Et c'est cette dynamique collective, voilà, une volonté de réformer, de progresser voilà, de façon ambitieuse et aussi avec des politiques justes. Voilà, pour l'accès à l'éducation, pour l'accès à la culture. Que pensez-vous de la candidature de plus en plus évoquée de Patrick Vignal à Montpellier? Ah mais vous avez oublié de le citer tout à l'heure. Oui. Ah ben voyez. Je vais le garder pour la fin. Ben écoutez, il ne m'a pas fait de confidence sur ce sujet. Lui non plus. Voilà. Donc, c'est un député très actif. Voilà. Donc en tant que présidente de la région, comment évolue votre majorité régionale? Ça se passe très bien. Le départ des Insoumis, les adhésions des radicaux à la majorité LRM, tout ça, ça fait un peu... Ah non, 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 ma majorité, elle est toujours composée... Elle est stable, elle est stable. Oui, elle est très stable, elle est toujours composée. Est-ce que ça se complique? Des radicaux de gauche. Est-ce que ça se complique? Non, objectivement, non, ça ne se complique pas. C'est une majorité qui est très unique et très soudée, parce qu'en 2 ans, on a déjà mené quand même beaucoup de politiques. On a mis une politique éducative unifiée pour l'ensemble de nos lycéens, de nos apprentis. On a également revu complètement les aides aux entreprises, en mettant tout particulièrement un dispositif pour les entreprises de moins de 50 salariés. On a remis en place une nouvelle convention avec la SNCF où on augmente quand même de 27 000 places chaque jour dans les trains, donc pour les usagers. On fait baisser les tarifs donc pour les jeunes sur les abonnements des trains du quotidien. On va également baisser à partir de l'année prochaine le tarif des transports scolaires pour aller vers la gratuité. Donc c'est une majorité qui est à l'action, qui est unie et nous, voilà, tous les événements qui se sont passés au niveau national n'ont pas eu d'impact sur vraiment la cohésion et la volonté de faire réussir la région. Donc c'est toujours une majorité avec les radicaux de gauche, avec les écologistes, les communistes et les socialistes et la société civile, parce que j'avais déjà beaucoup de personnes société civile sur ma liste. Est-ce que vous craignez que les municipales fassent bouger la majorité régionale?
Non, vous savez, la peur, elle éloigne pas le danger. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui est en train d'avoir des suppositions, de faire vraiment des hypothèses voilà, infernales, ainsi de suite. Moi, je pense que c'est sur le bilan et sur un projet qu'on défendra le mieux notre candidature en 2021. Donc je ne me pose pas ces questions de stratégie politicienne. Voilà, soyons vraiment dans le réel. Soyons auprès des gens. Voilà. Tout le monde n'est pas en train de se poser ce genre de questions. Comment s'organise votre agenda? Vous venez combien de fois par semaine ou par mois à Montpellier? Je viens toutes les semaines. Toutes les semaines? Toutes les semaines, je viens à Montpellier. Vous passez combien de temps à Montpellier? Je passe entre 1 jour et demi et 2 jours sur Montpellier. Voilà, et après, il y a aussi des déplacements sur le reste de la région. Je suis également sur Toulouse. Voilà. Certaines semaines, je monte à Paris. Voilà, sur Paris, c'est 2 jours. À ce moment-là, je suis un peu moins à Toulouse et à Montpellier. Et l'appartement de Georges Frêche ne vous convient-il pas? Non, je n'ai pas pris les logements de fonction. Ni celui de Georges Frêche, ni celui de Martin Malvy. Je n'ai pas voulu avoir de logement de fonction. Pour quelle raison? Parce que j'ai vécu cela en étant secrétaire d'État dans l'appartement ministériel. Je me suis promis de plus jamais le faire parce qu'en fait, on est complètement enfermé dans des tours, que ce soit Bercy ou que ce soit les hôtels de région. Et moi, je pense qu'il est important d'être en relation avec les vrais gens dans une vie normale. Alors, c'est vrai que quand on est présidente de région, on n'a pas beaucoup de temps, mais même le soir, voilà, de pouvoir faire des dîners de travail au cœur de Montpellier, certainement pas dans l'hôtel de région enfermé, je pense que c'est une bonne chose. Donc, voilà. Les terrasses de café? Oui, les terrasses de café, oui, tout à fait. Oui. Je fais des rencontres ou des dîners de travail dans des restos. Ils sont habitués à me mettre toujours une table de plus à côté pour pouvoir poser mes dossiers. Voilà. Quelle différence y a-t-il entre faire de la politique en Languedoc et en Midi-Pyrénées? Alors, en Languedoc, c'est aussi très différent entre Montpellier et les autres villes. Bon, je veux dire, on arrive à bâtir des partenariats, à travailler collectivement dans toutes les autres villes, sauf à Montpellier. À Montpellier, puis exactement, c'est avec le maire de Montpellier qui ne veut pas travailler avec d'autres. Voilà, c'est le conflit permanent, c'est les attaques, les insultes permanentes, que ce soit avec le département, avec la région, avec certaines communes de la métropole. Donc, ce qu'il y a de différent, c'est cela vraiment. Moi, je veux dire, je travaille très bien avec toutes les villes, toutes les agglos. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence un peu d'ADN entre les deux régions, les deux ex-régions? Je ne dirais pas d'ADN, mais il y a une histoire qui est différente, une histoire qui est beaucoup plus frontale côté Languedoc et qui est beaucoup plus consensuelle côté Midi-Pyrénées. Mais voilà, très objectivement, moi je travaille très bien avec Nîmes, avec également l'agglo de Nîmes, avec Perpignan, avec l'agglo de Narbonne ou Narbonne, avec Carcassonne, non, avec l'agglomération de Béziers, ça se passe vraiment, ça se passe très bien. Avec l'agglomération de Béziers? Ouais, et avec Béziers? Avec Béziers, voilà, on a moins de projets en commun, mais on travaille pour les Biterroises et pour les Biterrois de façon concrète. Voilà. D'accord. Que ce soit sur une école d'infirmières, que ce soit sur l'arrivée de la LGV, de la première tranche, donc Montpellier-Béziers, dans le cadre de la LGV Montpellier-Perpignan. Donc, on est voilà, à l'action et en collectif. J'ai entendu dire qu'il y avait des tensions aussi avec Kléber Mesquida. Il était là la semaine dernière, là, on lui a posé des questions. D'accord. Et vous avez une vision différente de l'aménagement du territoire, c'est ça, non? Ah non. Non, parce qu'on est tous les deux très attachés à ce qui est... Enfin, voilà, vous êtes plus sur l'intercommunalité, lui, il est plus sur les communes. Non, parce que on a, je veux dire, tous les deux vraiment un vrai attachement à ce qui est le département de l'Hérault qui soit pris en compte dans l'ensemble de sa diversité. Donc, on est très attachés que tout ne soit pas concentré sur les milieux urbains, on le partage pleinement. Et avec Kléber, on a une vraie unité de vue et puis aussi une amitié qui date de quelques années, quand nous étions députés tous les deux, où on s'était connus à l'Assemblée, où il n'était pas du tout question que je sois candidate à la présidence de la région. Donc avec Kléber, voilà, c'est une amitié
et une même vision politique sur également une politique volontariste, lui pour les collèges, moi pour les lycées. Quand on se bat ensemble pour qu'EDF reste sur Béziers, on se bat aussi ensemble pour une culture accessible à tous, avec le projet qu'il a sur Héroculture. Non, donc c'est un vrai partenariat, mais demain on va être encore ensemble au 8 mai. Voilà. Être ministre, ça vous a apporté quoi, Madame Delga? Être ministre, ça m'a amené un réseau parisien, clairement, puisque moi j'étais très provinciale, j'étais jamais allée à Paris, donc ça m'a donné un carnet d'adresses, ça m'a permis aussi de bien connaître le fonctionnement du pouvoir en France, le rôle très important de Bercy, j'étais à Bercy, donc c'est vrai qu'aujourd'hui quand je discute avec des ministres, moi on ne peut pas me raconter certaines choses, donc parce que je l'ai vu de l'intérieur le système. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire? Oui, tout à fait. C'est lequel? C'est l'élection, ça fait un an qu'Emmanuel Macron est président de la République. Exactement. Donc vous avez été ministre avec lui? Oui, j'ai commencé avec Montebourg, et puis après, il a remplacé Montebourg. Donc vous étiez dans les mêmes locaux? Oui, tout à fait. Vous étiez voisin de bureau? Non, son bureau était en dessous du mien. D'accord. Ouais. Vous preniez de la hauteur, déjà. Ou de la distance, déjà. Quelle relation avez-vous eue avec lui? Très cordiale. Emmanuel est vraiment un homme brillant, intelligent, très agréable dans la relation, mais avec des différences sur notre conception de l'économie. C'était il y a 2 ans à peu près? Non, c'était un peu plus. Il y a 3 ans? Oui, voilà, c'est ça. Il y a 3 ans, est-ce que vous aviez décelé en lui ce potentiel comme on a dit là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a un peu cassé la baraque là, Alors en 2014, fin 2014, je pensais qu'il visait la place de Premier ministre. Honnêtement, président de la République, non, j'y avais pas pensé. D'accord. Mais je voyais quand même qu'il avait beaucoup d'impatience et beaucoup d'ambition. Que pensez-vous des PS qui se sont inscrits au club des vestes retournées pour rejoindre Macron? C'est pas ma conception de l'éthique en politique. Enfin, moi, je pense que d'avoir une fidélité, une constance, de ne pas être dans le reniement, je pense que c'est important. Tout ne se justifie pas en politique pour pouvoir accéder à un mandat ou garder un mandat. Donc moi, je pense que l'honneur, l'éthique, ça doit être mis en avant en politique. Il faut savoir donner l'exemple. Vous ne pouvez pas demander à nos concitoyens d'aller voter, de faire confiance à des politiques si vous avez des vraies girouettes ou des personnes qui sont dans le reniement. D'accord. Dans quel mandat ou responsabilité vous êtes le senti la plus utile? Alors, on continue par les inventaires à la Prévert. Oui. Conseillère municipale, vous avez été maire, oui. Conseillère régionale, présidente, députée, ministre. Vous avez tout fait presque. Non, mais je n'ai pas été conseillère départementale. Ah oui, bon, c'est vrai. Non, tout à fait, oui, j'ai commencé. Ah, vous avez sauté le poste, vous êtes passée directement présidente régionale. Non, j'ai commencé mon engagement politique électif il y a de ça 10 ans, en tant que maire de Martres-Tolosanne. Les mandats où je me suis sentie, où je me sens le plus utile, c'est présidente de région, et puis également maire. Oui, voilà. Y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes politiques? Oui, tout à fait. Laquelle? Je pense que les femmes, nous sommes habitués à plus travailler que les hommes. Parce que pour être reconnu, pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité, de pouvoir, il faut travailler 2 fois plus. Parce que dès le début, on est catalogué comme forcément moins compétente. Donc, on est plus tenace. Et puis, on est moins sensible aux honneurs, aux flatteries, il me semble. Voilà. Comprenez-vous le départ d'Hélène Mandroux en 2014 sans choisir de successeur? Oui, je le comprends dans la situation dans laquelle elle était. Oui, moi je peux comprendre cette décision. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'affection, Hélène Mandroux. Bon, on est à Montpellier, là. Comment caractérisez-vous, vous en avez un peu parlé, mais comment caractérisez-vous la façon de faire la politique de Philippe Sorel? C'est une façon sur laquelle on n'arrive pas à trouver d'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté de travailler avec, il a une volonté toujours d'être dans l'agressivité, donc on ne partage pas beaucoup de façons de faire de la politique. Moi je pense que la parole donnée c'est indispensable, ça
il n'a pas le respect de la parole donnée. Donc ça, pour moi, c'est quand même grave. Et puis, voilà, Montpellier est isolé, clairement. Voilà. Montpellier n'a pas de partenariat avec d'autres collectivités. Et au XXIe siècle, ce qui pouvait se faire il y a de ça 30 ans n'est plus possible. On doit savoir travailler en collectif. Les moyens ne sont plus les mêmes. On va me citer certains exemples où, c'est 30 ans, certains maires, peut-être même on va me citer Georges Frêche, qu'il avait des actions qu'il menait seul, mais il avait une capacité financière qui n'existe plus aujourd'hui à la métropole de Montpellier. Et puis c'était une autre époque où la contractualisation était moins forte. Puis bon, clairement, Georges Frêche, voilà, c'était un génie, quoi. Il avait une vraie vision. Mais à l'époque de Georges Frêche, il y avait une capacité financière qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Ah, bien sûr, mais bien entendu, les collectivités locales avaient beaucoup plus de moyens, oui, tout à fait. Les dotations ont beaucoup diminué. Mais c'est les dotations nationales de oui, l'État, c'est ça? Les dotations de l'État, oui, qui ont baissé. Oui, tout à fait. Donc, la députée européenne France Jamais a dit que c'était grâce à des élus comme Sorel que le Front National montait. Est-ce que vous comprenez cette analyse? Je pense que le Front National, ça c'est un vrai danger pour notre région et pour la démocratie. Donc il faut toujours, quand on fait de la politique, être très vigilant à ne jamais tomber dans le populisme ou dans la facilité. Et il faut toujours démontrer que l'on est sérieux et qu'on avance, qu'on construit. Parce que sinon, les gens se réfugient soit dans l'abstention, et on l'a vu au présidentiel, il y a eu un niveau d'abstention qui est énorme. Un tiers des Français ont choisi de ne pas choisir le président de la République. Ça ne s'était jamais vu. Alors soit ils se réfugient dans l'abstention, en disant on n'a plus rien à foutre de la politique, ça ne sert plus à rien. Soit c'est un vote de protestation, et c'est le vote d'extrême droite. Et cela, c'est dangereux pour la démocratie. Et c'est pourquoi le soir du premier tour, pour la présidentielle, j'ai bien entendu de suite appeler à voter Emmanuel Macron. Sans aucune réserve. Alors France Jamais, elle a toujours me dit, mais vous avez appelé à voter pour lui. Mais bien sûr, je lui dis, j'allais pas appeler à voter pour Marine Le Pen avec des idées fascisantes et avec une incompétence notoire, comme cela a été démontré voilà, lors du face-à-face entre les deux tours des présidentielles. Serez-vous candidate à votre propre succession en 2021? Oui, tout à fait. Oui. Je demande d'avoir la santé, je touche du bois, et puis voilà, oui, en effet, je serai candidate de nouveau. Donc vous prenez date à 3 ans, à 3 ans. Ah non, mais je l'ai dit dès mon élection, voilà, il y a de ça 2 ans, dès mon élection, on m'avait posé la question, j'aurais dit oui, moi je m'inscris. Est-ce que vous serez candidate alors jusqu'à 80 ans, non. Voilà, non, après 2021. Après, ça nous amène à combien après 2021? Mais ça nous amène à 2027. Oui, c'est ça. 2027 alors. Ouais. 2027 aussi. On verra. Non, là, ça fait trop loin. On ne peut pas prévoir. Non, on ne peut pas prévoir. Vous savez, il faut être humble vis-à-vis des surprises de la vie. Oui. Donc voilà. Surtout en matière politique. Oui, surtout en matière politique, tout à fait. Oui, bien sûr. Macron est-il durable? Là, à 1 an, c'est un peu difficile de le dire. Donc, je pense que sa façon qu'il a de gouverner n'est pas durable. Non, parce qu'il centralise beaucoup trop. Il a une façon de gouverner qui est trop autoritaire. Puis des politiques qui sont injustes, qui sont inégalitaires. C'est le problème de la gauche ou de la droite? De quoi? Les politiques de Macron? Oui. Les politiques de Macron, c'est un problème pour tous les gens de gauche, pour tous ceux qui sont attachés à la réduction des inégalités, à l'émancipation par le savoir. Oui, ça c'est la politique de la gauche, parce que on ne peut pas accepter la loi asile et immigration là, qui a été déjà votée en première lecture à l'Assemblée, où quand même dans les centres de rétention, on va enfermer les enfants. Ça, c'est pas acceptable. S'il fallait changer quelque chose, que feriez-vous tout de suite? Dans quel domaine? Le domaine qui vous vient en tête. Mais je souhaiterais que de nouveau les Françaises et les Français aient confiance dans l'élection et dans le fait politique. Voilà. Il faudrait qu'il y ait moins d'abstention. La semaine dernière, nous avons fait un article là, sur une usine performante qui s'appelle Eloan, à Vaillocès, dans la banlieue de Montpellier, qui est décapitée par un fonds d'investissement et qui est curieusement abondé par la BPI. Est-ce que ça peut être un sujet qui vous mobilise?
Ben oui, tout à fait. C'est l'accès au financement des entreprises. Et c'est pourquoi on a complètement rénové notre dispositif de ce qu'on appelle un peu techniquement l'ingénierie financière. C'est-à-dire la région, elle permet aux entreprises d'accéder plus facilement au financement bancaire. La région parfois aussi investit directement dans le capital de certaines entreprises. Voilà, c'est important de faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui aient une indépendance et qui ne soient pas vraiment à la merci de certains fonds vautours. Oui. Est-ce que vous pourriez intervenir là, auprès de cette entreprise pour, voilà, en votre qualité de présidente de la région, pour peut-être faire bouger les lignes? Sur quel sujet? Mais sur cette affaire, là, d'Eloane, là, qui est une entreprise très performante, il y a beaucoup de monde qui travaille et ils vont se retrouver délocalisés. Oui, mais c'est-à-dire là, il faut intervenir. Comment vous pouvez intervenir là-dessus? C'est auprès de l'investisseur, voilà, de comprendre sa stratégie, parce que là, de ce que j'ai pu lire, voilà. Dans la Glorieuse, je n'ai pas bien compris quelle était la stratégie finale du nouvel investisseur. Il veut tout rapatrier en Bretagne, et donc... il faut voilà, avoir... oui, il veut le rapatrier, mais après, avec quel but? Pour avoir une autre organisation, pour avoir une autre rentabilité financiire, pour avoir un projet d'investissement. Enfin, vous voyez, là, sur l'article, avant de proposer une solution, il me faut avoir plus d'éléments. Voilà. On vous les transmettra. Oui, pas de souci. Voilà, on va terminer par la question chapeau. D'accord. Hein, s'il vous plaît. C'est quoi la grande vision de Carole Delga pour l'Occitanie? C'est d'être la région de l'innovation. Voilà. La région de l'innovation, bien sûr technologique, de l'innovation économique, de l'innovation environnementale, et puis de l'innovation citoyenne. Et vraiment, sur la deuxième partie de ce mandat, on va mettre en place beaucoup plus de procédures de consultation citoyenne. On l'a fait avec le nom de la région, avec les états généraux du rail et de l'intermodalité. Là, on a débuté depuis un mois une grande consultation sur l'alimentation. C'est la grande cause régionale 2018. Donc, on va mettre en place une nouvelle façon de faire de la politique avec une démocratie participative, citoyenne, beaucoup plus forte, avec une charte, avec également une plateforme numérique. Enfin, avec donc, c'est deux projets. Non, c'est la région de l'innovation. Innovation citoyenne, innovation territoriale, innovation économique, voilà, innovation environnementale. D'accord. Alors, on décline l'innovation sur l'ensemble des aspects. Innovation comme ça fait plein de projets. Oui, ça fait beaucoup de projets, ça fait beaucoup de travail. Moi, j'aime le travail. J'aime le travail et j'aime ma région. Très bien, je vous remercie. Merci à vous.